Et bonjour tout le monde, très heureux de retrouver encore aujourd'hui Cécile pour un nouvel épisode particulier aujourd'hui du podcast d'Après la thèse. Cécile, comment ça va? Ça va super. Et toi? Mais oui, bien sûr, ça va toujours. De toute manière, dès que je fais un podcast avec C'est toi, ça va toujours. Aujourd'hui, c'est particulier, on reçoit Alexandra. Alexandra, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Super. Alexandra, tu es où en ce moment géographiquement? Je suis à Bordeaux. À Bordeaux, donc il fait beau. Alors là, aujourd'hui, il pleut. Parce qu'il pleut beaucoup à Bordeaux. J'ai voulu être vachement sympa et tout, etc. Du coup, moi, de Montpellier, ça va, il fait beau. Cécile, qu'est-ce qu'on demande? Bah non. Après toutes ces années, je veux dire, à un moment donné, les gens sont au courant, si tu veux. Les gens sont au courant. Non, en vrai, il fait pas beau? C'est pas ouf? Non, ouais, forcément. Non. Un temps bordelais, du coup? Un temps... tiens, voilà, oui. Voilà. C'est vrai que ça se rapproche beaucoup de pluie, quoi. Ouais. Ok, donc je note à moi-même, me rappeler de ne pas faire de la communication vers Bordeaux au niveau du podcast. Ok, super. Donc Alexandra, merci du coup de venir aujourd'hui pour ce podcast. Est-ce que, commençons par les formalités / les familiarités. Est-ce que tu peux te présenter à nous? Alors, je m'appelle Alexandra. Je suis docteur en neurosciences. Et actuellement, je suis responsable communication et culture scientifique à l'INSERM pour la région Nouvelle-Aquitaine. Ok. L'INSERM? L'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Tu vois, c'est là qu'on voit qu'elle fait de la communication, parce que tu as qu'elle juste à connaît. lui dire INSERM, elle sait qu'il faut qu'elle définisse le Heureusement. terme. C'est ça. Mais bien sûr. Ça, c'est d'habitude. Hein, j'ai toujours Google à côté de moi pour aller chercher les abréviations pour les personnes qui ne les connaissent pas. C'est un métier. C'est oui. Ça, je comprends tout à fait. Du coup, comment ça se passe en gros depuis tes études jusqu'au doctorat? En gros, qu'est-ce que tu as fait en gros pour être docteur en neurosciences? Alors, avant le doctorat, si je repars pas trop loin, mais un peu loin quand même, j'ai fait un bac scientifique, les anciens bacs scientifiques S option SVT, qui n'existent plus maintenant puisque c'est des autres. Et j'ai fait ça à Besançon parce que je viens de la Franche-Comté. Et initialement, je voulais être vétérinaire, mais il y a eu un couac un peu quelque part. Je voulais travailler sur la mémoire chez les dauphins, donc il fallait que je trouve un truc. Oui, sur la mémoire chez les dauphins. C'était très spécifique, C'est vrai, vraiment très spécifique. Et en fait, j'ai fait une filière prépa scientifique. Donc, j'ai fait 2 ans de BCPST, donc biologie, physique, chimie, sciences de la Terre, au lycée Champollion à Grenoble, donc pendant 2 ans, où j'ai passé le concours vétérinaire et que j'ai loupé. C'était pas pour moi la prépa, vraiment, c'était pas pour moi. Et du coup, je suis partie à Poitiers pour faire une licence de physiologie et de neurosciences. Et c'est là que j'ai découvert vraiment les neurosciences avec des super profs, c'était hyper bien. Et j'ai décidé de poursuivre un master. Et là, je suis partie à Paris pour faire un master. J'ai fait ma première année de master, c'était le master BIC. Je me souviens plus, c'est biologie intégrée et physiologie, quelque chose comme ça, donc c'est peut-être BIC, je sais plus. On commence à faiblir au niveau des abréviations, je note. Voilà, je me souviens plus. Biologie intégrative et physiologie peut-être, ou quelque chose comme ça, voilà. Et il y avait une filière neurosciences, donc j'ai fait la première année, c'était à Jussieu, Paris 6, qui ne s'appelle plus Paris 6 maintenant parce qu'ils ont fait les regroupements, là, donc voilà. Et en fait, j'avais trouvé un stage à Paris-Saclay. Donc, c'est le sud de Paris, c'était à Orsay. Et ça m'a vachement plu. J'ai fait un stage avec celle qui sera ma directrice de thèse. Et en fait, j'ai changé de master en cours de route. J'ai fait mon master 2 à Orsay, donc maintenant qui s'appelle Paris-Saclay. Donc, j'ai fait mon master 2 là-bas et ensuite, j'ai postulé pour avoir une bourse de doctorat que j'ai obtenue. Et je me suis lancée dans la grande aventure du doctorat. Avec l'école doctorale, du coup, quand tu dis que j'ai postulé pour Ouais, une... avec Ok. l'école doctorale, ouais. J'avais passé le concours de l'école doctorale du Kremlin-Bicêtre, pour être tout à fait exact. Quesaco. Le Kremlin-Bicêtre, c'est un lieu à côté de Paris. Ok. Voilà, et il y a une école doctorale. Je me souviens plus du numéro. Je dois avouer que là, je me souviens plus. C'est pas grave. Je connais Non, pas. on ne te demande pas autant de détails. Je connais pas le numéro de celle de Montpellier. Donc c'est pas très grave. Ok, d'accord. Donc du coup, tu as eu une bourse de l'école doctorale. J'ai eu une bourse de l'école doctorale. Eh bien, c'est pas si rare pour le souligner parce que moi, à chaque fois, c'est vrai que c'est une voix qu'on entend souvent quand on est étudiant. C'est la première voix qu'on entend souvent, c'est la bourse d'école doctorale. Et au final,
j'ai pas beaucoup de monde autour de moi qui a déjà eu une bourse doctorale. Cécile? Sur notre école Oui. doctorale, il y avait une dizaine de bourses ministérielles qui étaient attribuées tous les ans et il y avait une trentaine de candidats, donc une oui. personne sur 3. Et on avait tous les masters, c'était une école doctorale qui faisait plusieurs thématiques, dont les neurosciences, mais pas que. Il y avait un peu de cancérologie, de biologie moléculaire, ce genre de choses. Et du coup, ça faisait quand même pas mal de candidats de pas mal de masters différents de toute la région parisienne. Donc, c'était assez compétitif, mais ça s'était bien passé. Mais parce que tu as commencé, moi, c'est un truc qui m'interroge, c'est en fait, tu as commencé la neuroscience dès la licence. C'est parce qu'en général, les licences, c'est hyper général. Tu sais, ça va être licence sciences du vivant ou les sciences. Là, c'était déjà très spécifique. La licence, alors oui, la licence en 3 ans. La première année était très générale, mais je ne l'ai pas faite puisque je suis rentrée directement en L2. Et la L2 était encore assez générale dans le sens où il y avait de la biologie végétale, il y avait de la chimie organique. J'ai même fait une UE de biotechnologie, enfin développement de nouvelles technologies pour fabriquer de l'énergie. Enfin bref, un truc, c'était hyper intéressant. J'ai découvert plein de trucs, mais c'était pas le sujet. Et il y avait ces UE de neurosciences, un peu de spécialisation pour choisir pendant la 3e année. Et par contre, la 3e année, c'était physiologie animale et neurosciences. Donc, j'ai vraiment étudié la physiologie cardiaque, pulmonaire, rénale, digestive et tout un pan neurosciences avec plein de choses différentes. Et j'ai même pu faire un stage dans un des labos de Poitiers, un stage court d'1 mois là. Mais c'était déjà sur une partie de ce que j'ai fait ensuite en doctorat. Donc, ça m'a suivi un peu. C'était un stage sur les cellules souches neuronales. Et la production de cellules souches au sein du cerveau adulte, on en parlera, je pense, après, pendant ce qu'on abordera pour le doctorat, parce que c'était le cœur de mon doctorat. Mais du coup, ça m'avait plu et du coup, j'avais envie de continuer dans les neurosciences et surtout sur ces cellules souches. Donc, j'avais fait en sorte de trouver quelque chose qui me correspondait. Un parcours finalement très linéaire, malgré le fait que tu aies beaucoup bougé, hein. On va pas se mentir. Mais si on cherche des bons restos dans toute la France, on saura à qui demander. Parcours assez linéaire jusqu'à l'école doctorale, tu as ta bourse, et donc du coup, tu commences ton doctorat. Et tu as fait ton doctorat sur... Explique-nous un peu la thématique, etc. Alors, le sujet de mon doctorat, c'était la mémoire épisodique. Donc, en fait, je cherchais un sujet... En fait, moi, il y a 2 choses qui m'intéressent en neurosciences, enfin, qui m'intéressent toujours, qui m'intéressaient, mais qui m'intéressent toujours. C'est les cellules souches, donc c'est-à-dire la production vraiment de nouveaux neurones au sein du cerveau, ce qu'on appelle la neurogénèse adulte, et le comportement animal. Donc, tout ce qui est mémoire, je suis restée sur ce côté, je voulais travailler sur la mémoire. Bon, certes, mon modèle n'était pas le dauphin, mais j'ai travaillé sur la mémoire. Donc, en fait, je me suis intéressée à un type de mémoire qu'on appelle la mémoire épisodique. Et en fait, cette mémoire épisodique, c'est la mémoire de nos événements personnels de vie. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va au resto, là, on est en train de vivre un événement de type épisodique, c'est-à-dire où, quand, quoi. Donc, où, là, on est en podcast, on s'enregistre, etc. Donc, on se voit plutôt en virtuel. Mais on a tout le contexte. T'as dit le secret. Les gens pensent qu'on est dans la même pièce depuis le début. Mince, j'ai dévoilé les coulisses du podcast. Non, vas-y. Donc, où, quand. Donc là, on est telle date. Alors, on ne se souvient pas forcément de la date, mais par exemple, on se souviendra qu'il pleuvait à Bordeaux, puisque j'ai dit qu'il pleuvait à Bordeaux, et qu'on est à peu près à telle période de l'année, puisqu'on est au mois d'octobre, etc. Et le quoi, c'est on est en train d'enregistrer un podcast, on discute ensemble, etc. Et on est dans tel environnement. Donc, en fait, c'est vraiment nos épisodes de vie et c'est ce qui définit, en fait, notre vie. C'est-à-dire que si on ne se souvient pas de ça, on ne se souvient pas de qui on est. Donc, c'est une mémoire qui est vraiment très particulière dans toutes les mémoires qui existent chez les mammifères. Ok, très bien. Ça, tu l'as fait à Paris Sud, juste pour être sûr, pardon. Ouais, je l'ai fait à Paris Sud, au sein du laboratoire Neuropsy. Qui s'appelle maintenant Neuropsy parce que quand j'ai commencé, il s'appelait pas comme ça, il s'appelait le Centre de Neurosciences Paris Sud, le CNPS quand j'ai commencé. Et ensuite, il y a toujours des modifications. On sait comment fonctionne l'ESR,
l'enseignement supérieur à la recherche, donc c'est toujours en train de bouger. Et du coup, maintenant, ça s'appelle le laboratoire Neuropsy. Ils ont même déménagé depuis. Et ça t'a plu, ce doctorat? Ouais, c'était cool. C'était intense. J'ai beaucoup travaillé pendant ce doctorat. Mais c'était super chouette. Et ce que j'étudiais particulièrement, c'était comment fonctionnait cette mémoire. Et je l'étudiais chez le rongeur. Et en fait, j'étudiais un mécanisme particulier qui est justement l'implication des nouveaux neurones dans cette mémoire. Est-ce que ces nouveaux neurones, parce qu'on apprend, enfin, pour les plus vieux qui écoutent ce podcast, on a appris au lycée qu'on ne produisait plus de nouveaux neurones une fois que notre cerveau était adulte. Ouais. Sauf que c'est faux. On sait depuis maintenant une trentaine d'années qu'il y a des zones dans le cerveau qui produisent encore des neurones, même à l'âge adulte et même quand on est vieux. Et en fait, ces nouveaux neurones, ils sont produits dans 2 zones principales, même s'il y en a d'autres, mais c'est plus marginal. C'est l'hippocampe, qui est un des sièges de la mémoire, et le bulbe olfactif, qui est chez l'humain pas la zone la plus développée par rapport à des rongeurs ou des chiens, etc., mais qui sont quand même le siège d'une neurogénèse adulte et qui permettent notamment de mettre en mémoire de nouvelles informations sensorielles et olfactives. Et les nouveaux neurones dans l'hippocampe, on suspectait un rôle important dans la mise en mémoire de nouveaux souvenirs. Parce qu'il y a une reconstruction qui se fait, des souvenirs, etc. Et du coup, moi, j'étudiais le rôle de ces nouveaux neurones dans la mémoire épisodique particulièrement. Ok, donc beaucoup de labos. Que du labo. Ouais. Que du labo avec des rats. Ouais, c'est ça. Et ce qui était intéressant pendant le doctorat, c'est qu'on a travaillé en collaboration avec un autre labo de Lyon, chez qui ensuite j'ai fait un post-doctorat. Et en fait, ça nous a permis de développer une nouvelle tâche de mémoire épisodique. Parce que ce qui est intéressant avec la mémoire épisodique, c'est qu'on pensait que c'était une mémoire typiquement humaine, parce qu'elle nécessite d'être racontée. On est capable de raconter un événement qui nous est arrivé. Et en fait, chez l'animal, il ne peut pas nous raconter ce qui s'est passé. Donc en fait, il faut qu'on trouve des stratégies, des tâches comportementales qui nous permettent justement de déterminer si oui ou non, ils ont des souvenirs de type épisodique. Donc c'est ce que j'ai fait pendant une grosse partie de ma thèse, c'était de développer et de montrer que les rongeurs étaient capables d'avoir une mémoire épisodique. Donc on a réussi, on a montré que les rongeurs étaient capables d'avoir une mémoire épisodique sur le long terme. Et ensuite, ça permet d'étudier les mécanismes de cette mémoire en utilisant ce test comportemental. Mais du coup, on y vient au final. Donc, ce doctorat que tu as réalisé en 4 ans. Oui, j'ai eu 4 ans, ouais. Voilà. Nous amène du coup sur les post-docs que tu as fait après. Ça fait. Pareil, on est sur une certaine mobilité géographique. Qu'est-ce que ça a donné, ces post-docs? Où est-ce que ça s'est passé globalement dans les lignes principales, quoi? Où est-ce que c'est allé? Est-ce que j'imagine que peut-être certains, comme tu viens de le dire là, viennent du réseau, entre guillemets, acquis pendant le doctorat? Mon premier post-doc, je l'ai cherché après avoir soutenu ma thèse. Parce qu'avant, je n'ai pas eu le temps. Je dois avouer que... Oui. Et j'ai trouvé mon premier post-doc sur Twitter. Ok. Voilà, j'ai vu une annonce. Pas. Voilà, un chercheur qui a posté une annonce d'un autre labo et en fait, ça correspondait à ce que je cherchais. Du coup, j'ai postulé et c'était à Édimbourg, en Écosse. Et je lui suis allée, j'ai été prise, etc. Et j'y suis restée quasiment 2 ans et demi. C'est une période où au début, ça s'est plutôt bien passé et ensuite, c'est devenu très compliqué. Pour 2 raisons principales, mais la première, c'était que ma chef était une jeune PI, ce qu'ils appellent les principal investigators, et elle était très stressée, avec une tendance à passer le stress sur les autres. Du coup, au bout d'un moment, ça a été très compliqué à gérer. Dans une toute petite équipe, on n'était que les 2 avec des stagiaires. Donc, au bout d'un moment, ça a été très lourd en termes de stress à gérer et d'équilibre professionnel, personnel. Et ensuite, j'ai rencontré mon conjoint qui vivait en France. Donc, il fallait faire les allers-retours entre Édimbourg et Paris quasiment tous les 15 jours. Et du coup, avec quand même une logistique assez lourde à faire. Mais par contre, Édimbourg est une ville absolument géniale et l'Écosse est un pays absolument génial. Ouais. On aime la pluie, il faut aimer la pluie, ouais. Mais les paysages sont somptueux et les gens sont très sympas.
Édimbourg, je me rappelle, c'est joli quand même. J'y suis pas Voilà. allé autant de temps que toi, hein, mais je suis allé quelques semaines là pour le travail, c'est chouette. C'est vraiment, c'est une, enfin voilà, globalement, ça reste une très bonne expérience et avec voilà, des bons et des mauvais côtés comme dans beaucoup de postdocs. Et ensuite, j'envisageais d'arrêter la recherche et de reprendre un master en journalisme scientifique. Et en fait, on m'a proposé un postdoc à Lyon pendant 1 an pour rentrer en France, un peu dans cette optique de dire tu rentres en France, on voit ce que ça donne, tu vois pour les concours, etc. Donc, je suis partie à Lyon pendant 1 an et en faisant des allers-retours tous les 15 jours, ou voire des fois toutes les semaines, entre Lyon et Bordeaux, cette fois-ci, parce que mon conjoint, entre-temps, avait déménagé à Bordeaux. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que Édimbourg-Paris, c'est plus facile que Lyon-Bordeaux. Non, c'est pas si mal. Et Bon. Bordeaux-Lyon, il y a quand même un avion direct. J'ai pris beaucoup l'avion. J'ai Ouais, c'est ça. explosé mon quota de carbone complètement. Vraiment, je ne prends plus l'avion maintenant parce que j'ai explosé mon quota de carbone. Voilà. Et du coup, j'ai fait pendant 1 an. Et entre-temps, j'ai cherché un autre postdoc à Bordeaux parce que bien sûr, je voulais aller à Bordeaux. Et j'ai trouvé... donc à Lyon, j'étais à l'INSERM déjà, dans un labo INSERM. Mais j'étais employée par l'Université de Lyon. Ok. Voilà. Et mon postdoc à Bordeaux que j'ai trouvé, c'était toujours en neurosciences, mais cette fois-ci avec le CNES, le Centre national d'études spatiales. Et là, je travaillais sur la mémoire, mais dans un modèle hyper particulier qui est l'apesanteur. Donc, hyper intéressant, un truc complètement différent, vraiment un environnement très particulier. Et ça, je travaillais ça quand même chez l'animal, donc avec des modèles qui permettent de mimer les effets de l'apesanteur sur le corps des mammifères. Et j'ai continué à étudier l'impact de cet environnement très spécial sur la neurogénèse adulte pendant 2 ans. Et après, j'étais au chômage. Mais tu avais, en fait, ce chômage après 1, 2, 3, 4, 5 ans et demi de postdoc, quoi. Exactement. Ouais, Mhm. ça. Si on compte les périodes de chômage entre... Oui, c'est ça. Ouais, C'est les qui petits font le mois par-ci, lien, par-là. des petits mois par-ci par-là, ouais, qui font voilà, le c'est lien. ça, quoi. Exactement. Tout à fait. Ok, et ton souhait à ce moment-là, c'était de rester à Bordeaux. Je veux dire, ton conjoint pouvait pas bouger ou il voulait pas ou Mon alors conjoint c'était peut juste pas un bouger. choix. Peut pas bouger et dans l'éducation nationale et on sait à quel point c'est déjà compliqué Ah oui. de bouger avec les postes. Donc en fait, on a cumulé un peu les difficultés entre son poste à lui, sa situation personnelle qui faisait qu'il devait être à Bordeaux. Moi, le fait de chercher sur Bordeaux dans un environnement qui est déjà ultra concurrentiel, des neurosciences sur Bordeaux parce que c'est un des gros pôles et où il y a quand même pas mal de candidats déjà. Mais du coup, mon but à ce moment-là, quand je suis revenue en postdoc à Bordeaux, c'était vraiment de passer des concours, notamment ceux de maître de conférence et CNRS notamment. Pour le CNRS, c'était un peu compliqué parce que j'étais pas forcément hyper soutenue dans l'équipe. Enfin, j'ai pas trouvé vraiment ma place en fait à Bordeaux dans une équipe, dans cet environnement en fait. Du coup, ça a été un peu compliqué. Et les postes de maître de conf, il y en avait pas. Ah non. Voilà. Ouais, c'est ça. Et il y a eu une chaire pas de prof junior, parce que ça n'existait pas encore, mais c'était des chaires de maître de conférence, qui est une spécificité de Bordeaux. Et l'ancien président de l'université de Bordeaux est celui qui a proposé justement ce modèle de chaire ensuite avec notre fameuse LPPR. Et en fait, j'ai postulé quand même. Il y avait eu une chaire, donc j'avais postulé. Et chaire très ciblée sur déjà un labo, etc. Et j'y suis allée globalement pour faire la potiche. Ah ouais. Donc ça m'a un peu beaucoup refroidi. Et n'ayant pas trop trouvé ma place dans cet environnement de recherche, je dois avouer qu'au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre. Ça, c'est un problème qui peut arriver à plus ou moins à... Je dis pas tout le monde, Plus mais ou moins malheureusement, très probablement rapidement. tout le monde. Ouais, c'est ça. Exactement. Je pense que c'est. Voilà. Moi, je pense que ça arrive à tout le monde. Ouais. Je pense après, c'est juste est-ce qu'on a encore d'autres opportunités. Puis je pense, c'est comme tu dis, toi, tu avais un conjoint qui pouvait pas bouger. Il y en a, bah, c'est le hasard Mais- qui fait aussi. Hein. On a plus de chance, Après, on moins de m'a chance envoyé, là-dessus. il y avait des postes dans d'autres... Enfin, il y a une année, il y avait un poste à Besançon, d'où je viens. Mais alors là, faire Besançon à Bordeaux,
avec le projet d'avoir une famille. Enfin, en fait, c'était incompatible. Ah oui. Et il a fallu faire des choix à un moment. Et là, ma priorité à ce moment-là était aussi de me poser, d'avoir une famille. Et quand j'ai terminé mon postdoc en 2022, j'étais enceinte de mon fils. Du coup, ça devenait encore plus compliqué de trouver quelque chose et de bouger. Enfin, moi, on m'a dit oui, mais tu pourrais faire aussi 1 an sur un poste qui est pas trop loin et faire les allers-retours. Enfin, moi, en tout cas, c'était pas mon projet d'être toujours dans les transports, de pas pouvoir se poser avec un nourrisson et ensuite un bébé en bas âge. Enfin, c'était pas mon projet, quoi. Donc, j'avais pas envie de ça et du coup, j'ai lâché et je me suis dit, je vais profiter quand même de cette grossesse. Pendant cette grossesse, je vais chercher autre chose. Donc, je m'orientais plutôt sur des postes soit d'ingénieur pour mettre à profit mes compétences, notamment en comportement animal et sur pas mal de techniques de biologie. Mais c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de postes d'ingénieur. Et avec un doctorat plus 6 ans d'expérience postdoc, c'est très compliqué de trouver sur des postes d'ingénieur d'études. Il n'y a pas beaucoup de postes d'ingénieur de recherche, mais alors les postes d'ingénieur d'études, on est beaucoup trop cher finalement parce qu'il faut prendre en compte l'expérience. Et du coup, on passe un peu à la trappe par rapport à ce genre de poste. Donc, je n'ai pas trouvé mon bonheur là-dedans. Et la deuxième piste que j'avais, c'était de partir dans la communication scientifique, puisque c'était déjà ce que je voulais faire à la fin de mon post-doctorat d'Édimbourg. Et pourquoi je voulais faire ça ? Parce que quand j'étais en postdoc à Édimbourg, j'ai participé notamment à Pint of Science. Donc, vous qui avez reçu Élodie Chabrol, vous connaissez le dispositif. Et en fait, je l'ai découvert du côté Royaume-Uni, avec une organisation très rodée, voilà. Donc, hyper intéressant. Et j'avais déjà participé à la Semaine du cerveau, à la Fête de la science en France, etc. Et du coup, je me suis dit que vraiment ça m'intéressait et que les compétences que j'avais développées, qui sont la gestion de projet, qui sont... Enfin, il y a quand même pas mal de compétences qu'on développe pendant un doctorat qui font qu'on peut quand même se reconvertir dans autre chose. Donc, je me suis dit, pourquoi pas la communication scientifique ? Mais c'est pareil, c'est pas un domaine où il y a beaucoup de débouchés. C'est quand même, vous qui avez reçu beaucoup aussi de vulgarisateurs, c'est quand même un domaine qui est aussi compliqué. Et en fait, j'ai eu la chance d'être contactée par un de mes collègues de l'INSERM qui m'a dit, il va peut-être y avoir un poste sur Bordeaux, donc reste à l'affût. Et en fait, j'ai postulé. Il y avait le poste où je suis actuellement, qui est un poste de responsable communication et culture scientifique au sein de la délégation Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai postulé, j'ai été reçue, j'ai fait les entretiens. Et mon côté recherche scientifique a plu aussi, associé au reste, bien sûr. Et du coup, je suis depuis avril en poste. Voilà. Depuis avril 2024. Ouais, depuis avril 2024. Ok, donc c'est tout récent. Ouais, tout à fait. Est-ce que ça... Bon, j'imagine que tu vas me dire oui, mais est-ce que ça te plaît ? Oui, comme boulot. Ça me plaît. Et c'est assez différent, mais ce qui est bien, c'est en fait on voit plein de choses différentes. Là, par exemple, la semaine dernière, on a fait un événement qui s'appelait la Nuit de la Recherche, anciennement la Nuit européenne des chercheurs, et sur Bordeaux. Et du coup, j'ai accompagné les chercheurs, on était dans l'organisation. Enfin, il y a ce genre d'événements de culture scientifique auquel l'INSERM participe. Et on a un festival de sciences de l'INSERM qui s'appelle InScience qui se déroule au mois de mai, fin mai, début juin. On est en lien avec tous les partenaires du territoire, en lien avec les chercheurs pour valoriser leurs publications. Et en fait, le fait d'avoir fait de la recherche, c'est un atout parce que du coup, je connais les codes de ce milieu-là. Et j'ai eu pas mal du vocabulaire aussi qu'ils utilisent. Donc, c'est plus facile ensuite pour retranscrire ce qu'ils ont fait. Et en fait, quand même, pendant toute ma période de postdoc, j'ai fait de l'écriture pour le CNRS, pour le blog du CNRS, de billets. J'ai fait de la relecture. Enfin, j'ai fait suffisamment de choses différentes en bénévole pour me dire que ça valait le coup de passer sur quelque chose de plus professionnel, en tout cas, quoi. Donc, ouais, c'est chouette. Et je découvre aussi tout ce qu'est la com interne.
de faire des rapports d'activité, de participer aussi à la vie de la délégation, de faire la newsletter, ce genre de choses. Du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est assez varié dans les missions qu'on peut avoir. J'ai des homologues dans les autres régions qui font des expositions scientifiques, qui font des podcasts, qui travaillent avec des vulgarisateurs pour faire des BD, pour faire des films. Enfin, c'est assez riche en fait comme métier en global, plus tout ce qui est communication institutionnelle, interne, etc. Et on fait ça par région. Donc il y a un responsable par région, plus le siège de l'INSERM, qui eux chapeautent un peu la totalité de la communication nationale de l'INSERM. Donc c'est hyper intéressant de voir comment ça fonctionne de l'intérieur. C'est hyper cool. Mais du coup, j'avais une question par rapport à ton travail actuel et du coup le bagage scientifique que tu as pour le faire. Comme tu es responsable de la communication et de la culture scientifique, je me pose la question maintenant, 2024 et tout, etc. Un des éléments, je dirais, le bonheur qu'a apporté les réseaux sociaux a apporté aussi le malheur, qui est la désinformation scientifique. Et du coup, je me dis qu'en tant que responsable de com, qui plus est, avec ce bagage scientifique, donc qui, même si tu dois faire preuve de vulgarisation, derrière, au fond, tu sais la valeur des informations scientifiques que tu donnes. Comment tu fais pour lutter contre, c'est ton métier, tu es chercheuse, donc il y a pas de, je m'inquiète pas pour ça. Mais comment tu le perçois au quotidien? Parce que je me dis, il y a peut-être des responsables de communication et de culture scientifique qui n'ont pas ce bagage forcément. Alors ça veut pas dire que le travail est fait différemment, mais forcément l'appréhension est différente. Comment ça se passe finalement? Je sais pas si c'est au quotidien, mais on va dire dans chaque semaine un petit peu, comment tu gères ça par rapport à ce qu'on peut dire sur ces éléments scientifiques que tu connais très bien ou que tu connais un peu moins bien, qu'importe. Alors moi, la désinformation, je l'ai pris de plein fouet. Enfin, on l'a pris tous de plein fouet au moment de la crise Covid. Ça, c'est très clair. Mais moi, j'y étais confrontée avant sur les réseaux sociaux. Je faisais pas mal de debug, notamment des vidéos de Idriss Aberkan. Le fameux Idriss Aberkan. Bref. C'est le prochain invité. Ah, je déconne, c'est pas vrai. On n'est pas très potes. On va dire ça comme ça. Bon, je le connais pas, mais j'apprécie pas le garçon en tout cas, donc c'est rigolo. Non, et en fait, on était un petit groupe sur Twitter à débugger pendant un moment. On débuguait pas mal de ses vidéos, etc. C'est vrai qu'il y avait un focus un peu sur lui. À un moment donné, on en a entendu beaucoup parler. Enfin bref, moi j'ai eu ma période très débug à ce moment-là sur les réseaux sociaux. Ça marchait encore pas mal. Mais alors après la crise Covid, ça marche plus. En fait, très clairement, la parole scientifique argumentée, elle a de moins en moins de poids et c'est très compliqué depuis que Elon Musk a racheté Twitter. Je n'arriverai pas à dire X, je ne dirai pas X jamais de la vie. Voilà, c'est dit. C'est bon, nous aussi on est de l'école Twitter là, absolu. Ah mais voilà, 13 ans sur Twitter, c'est pas possible c'est pas possible. On te comprend. Voilà. Donc, ça devient extrêmement compliqué au point où moi, je l'utilise de moins en moins. Et en fait, quand je vois passer vraiment de la désinformation sur des comptes un peu, on va dire, random, pas des gens qui sont identifiés comme étant scientifiques ou qui ont une grosse audience, on va dire, je bloque. J'arrête de chercher, maintenant je bloque les comptes. Et ça, c'est à titre perso. À titre professionnel, on utilise toujours Twitter à l'INSERM, mais on ne va pas répondre à des commentaires. Moi, j'en ai pas énormément sur le compte de la Nouvelle-Aquitaine, donc ça va, parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés. La différence, c'est ça, c'est que j'ai pas forcément beaucoup d'abonnés et ça marche de moins en moins. C'est une plateforme qui marche vraiment de moins en moins, je trouve. À titre perso, j'ai 14 000 personnes qui me suivent. Quand il y avait un retweet d'un compte un peu important, forcément ça partait en cacahuète. Je me suis pris quand même un certain nombre des fois de soirées pas très agréables avec des insultes, des commentaires pas très agréables, y compris de la part d'autres scientifiques. Et là c'est un peu moins cool. Et l'INSERM a quand même vocation à lutter contre cette désinformation via différents canaux. Là, je ne sais pas si on a une campagne en ce moment qui s'appelle Canal Détox,
qui est dans les gares, dans les métros et dans les pharmacies, qui est pour lutter contre les fake news et d'essayer de sensibiliser les gens au fait d'aller vérifier les informations. Ça fait quand même partie de notre métier. Après, lutter contre la désinformation, c'est surtout aller vers le public, de pouvoir présenter des scientifiques. Donc, typiquement, quand on fait des événements de culture scientifique, c'est de dire on a des chercheurs, venez leur poser les questions que vous avez envie. Il n'y a pas de questions bêtes. Venez échanger, même si vous avez un point de vue qui est très tranché sur un sujet. Nous, on aborde quand même des sujets qui sont un peu touchy, la vaccination, les épidémies, l'alimentation, enfin quand même des sujets, l'anxiété chez les jeunes aussi, on en parle quand même beaucoup en ce moment après la crise Covid. Donc, moi, je trouve que la meilleure façon de lutter, c'est aussi d'interroger les scientifiques, de leur dire d'aller vers le public, parce que des fois, c'est un peu compliqué d'aller faire le public, parce qu'on n'est pas formé, etc. Mais en fait, il n'y a pas de mauvais échanges avec le public. Ils sont contents de voir des gens qui répondent à leurs questions. Et oui, on ne peut pas tout savoir tout le temps. Mais de pouvoir avoir des réponses de quelqu'un qui prend le temps, je crois que vraiment, c'est essentiel pour le public, pour se faire une idée, quoi. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie... Enfin, c'est qu'une partie de la vie, en fait. C'est pas la vraie vie. Les gens, ça devient n'importe quoi. Ils sont très haineux. Ils propagent des informations dont ils n'ont absolument aucune idée. Moi qui ai un peu diminué la consommation et en étant plus au contact d'un public via des événements, et des scolaires aussi, d'aller vers les scolaires, et en fait, on se rend compte que c'est des informations, oui, il y en a chez certains, mais que de pouvoir échanger, ça leur permet quand même de remettre un peu à plat les choses, quoi. De dire d'accord, voilà. Et quand même, un point important, c'est les scolaires. Parce que les scolaires, ils peuvent entendre des choses à droite, à gauche, et notamment d'avoir accès sur les réseaux sociaux, type TikTok, Snapchat ou d'autres réseaux sociaux dont je n'ai plus la conscience parce que je suis trop vieille. Ça va beaucoup trop vite. Et en fait, quand même, par exemple, l'INSERM, on fait des choses pendant une science avec un compte TikTok pour essayer d'atteindre un peu les jeunes. Après, ça marche avec le public qui marche. Enfin, voilà. On fait des petites BD à destination aussi des scolaires pour leur montrer ce qu'on fait dans les labos de recherche. On fait des petites vidéos. Voilà, on collabore un peu à droite à gauche. Enfin, il y a des choses sur Instagram qui sont faites aussi. Twitter, bon, ça marche pas top. Et LinkedIn, c'est très axé professionnel. Mais le condensé de tout ça, il y a un magazine aussi de l'INSERM qui est accessible en ligne sur différents sujets. Là, le dernier magazine, c'était sur l'obésité. Le magazine qui vient, c'est sur les champignons. Voilà. Après, les chercheurs, ils sont interrogés aussi dans des médias, dans des choses. C'est difficile de lutter contre les fausses informations, mais c'est essentiel que les chercheurs sortent de leur labo pour parler au public. À titre personnel, tu es presque convaincu. Mais du coup, j'avais deux questions auxquelles tu n'auras peut-être pas la réponse. Mais la première question, c'est par rapport à ton avis, qui a plus d'expérience que nous sur le sujet. Tu le suggérais un petit peu, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas une différence? Je me dis ça souvent pour me rassurer moi, peut-être que je me mens à moi-même. Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas une différence significative entre ce qu'on peut voir sur Twitter, effectivement, où les gens, si vous me passez l'expression, mais bon, entre nous, s'envoient chier à longueur de journée, et finalement, dans la vraie vie, j'ai l'impression que la désinformation est finalement, je ne dis pas qu'elle est, malheureusement, elle est plus présente aujourd'hui qu'il y a quelques années, ça c'est une certitude. Mais j'ai l'impression qu'elle est quand même amplifiée, on a l'impression qu'elle est plus grosse que ce qu'elle l'est vraiment dans la vraie vie. Je ne sais pas si c'est moi qui me fais un film ou pas. Et moi, j'ai un peu la même impression. Après, le biais que j'ai, c'est que le public qu'on touche dans certains événements, c'est un public qui est déjà intéressé aux sciences et qui, du coup, va être touché par un événement qu'on peut faire. Typiquement, on fait la nuit de la recherche, on fait de la communication dessus. Il y avait de la famille de scientifiques qui sont venus, il y avait des curieux, mais il y a quand même, je crois, une appétence pour les gens, pour les sciences, une appétence des gens pour les sciences, pour venir à ce type d'événement. Quand on va voir des scolaires, on touche tout le monde. Enfin, tout le monde. En tout cas, la population qui est présente au niveau scolaire.
c'est un peu, moi, c'est le biais que j'ai, c'est-à-dire que je vois moins de désinformation dans la vie réelle que sur les réseaux sociaux, mais possiblement, le biais que j'ai, c'est que le public que je touche, c'est un public qui est déjà intéressé par les sciences et qui, du coup, potentiellement, sont moins impactés par cette désinformation. Sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a un effet il y a un effet de bulle. Pour ne parler que de Twitter, ce truc pour vous, là, on voit tout et n'importe quoi passer, et notamment des choses très haineuses. Mais pas que sur la science, sur plein de sujets différents. Il y a des sujets qui attirent la désinformation, vraiment. Bon, les vaccins, clairement. Oui, voilà. Mais le réchauffement climatique aussi, tu as plein de choses. Voilà, vaccination, épidémie, alimentation. Après, je dirais qu'il y a une sorte de gradation dans la fake news. Il y a des choses qui vont plus toucher les gens que d'autres. C'est-à-dire que l'impact n'est pas le même sur la santé des gens au final, en fait. C'est-à-dire que une fake news sur oui, alors la pomme, faut manger la peau ou pas, mangez pas la peau parce que l'important c'est de manger un fruit en fait. Il faut relativiser un peu le truc. Par contre, d'entendre qu'il y a des adjuvants dans les vaccins qui tuent les gens, l'effet il est dramatique parce que les gens ne se vaccinent plus et que ça entraîne des conséquences dramatiques derrière, quoi. Donc c'est difficile de traiter toute fake news de la même façon. En neurosciences, on en a. Le cerveau reptilien, par exemple, c'est une fake news ultra connue. De dire vous avez un cerveau reptilien. Si c'est juste dit comme ça, oui, c'est rien, 5 minutes, on va le débugger 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si c'est pour utiliser cette fake news pour dire que un tel a violé machin parce que il a utilisé son cerveau reptilien, l'impact n'est pas le même non plus. Donc en fait, je trouve c'est vraiment très compliqué avec la désinformation parce que quelque chose qu'on peut juger très anodin à un moment donné va avoir un impact important à un autre instant donné parce que le contexte a changé. Et c'est difficile de lutter contre toutes les fake news parce que les fake news, il y en a en sciences, mais il y en a aussi en politique et il y en a... c'est compliqué en fait. Donc, à part dire aux gens, venez voir des chercheurs, ouvrons les labos, venez, et vraiment d'impacter les scolaires, vraiment d'être plus axé sur les scolaires, qu'ils aient plus d'échanges avec la science, vraiment la réforme du lycée qui a finalement perdu en sciences, parce que très clairement, il y a moins d'élèves qui prennent des sciences et il y a moins de filles aussi qui vont vers les sciences, et ça, c'est vraiment dramatique. C'est pas une bonne chose, en fait. Ça commence là, la base, elle est là, elle est aussi à l'école. Et que si à l'école, ça fonctionne pas et qu'ils n'ont pas suffisamment non plus de sciences, c'est compliqué, quoi. Et après, les sciences, dans le sens où on l'entend, c'est SVT, physique, chimie, etc. Mais en fait, des sciences, il y en a partout. Et c'est juste que les sciences en lycée, ils font principalement là-dessus, quoi. Mais ça mériterait aussi d'avoir des sciences humaines et sociales et autre chose, hein. Donc, Et d'ailleurs, en parlant de la place des femmes dans la science, j'avais une question. Je reviens un peu sur ton parcours en même temps, hein. Je me demandais, est-ce que tu as eu des regrets de ne pas pouvoir continuer, d'avoir fait autre chose finalement que de la recherche? Et est-ce que tu penses que justement le fait d'avoir eu une maternité, etc., ça a été un frein pour continuer dans la recherche, ou est-ce que c'était un choix? Comment tu le perçois tout ça? alors, j'aurais tendance à... Alors, j'ai pas de regrets aujourd'hui de là où je suis. Vraiment, j'ai aucun regret. Surtout quand je vois d'autres collègues qui se battent encore pour avoir des postes et comment ils sont traités par l'enseignement supérieur et la recherche dans certains endroits. J'ai pas de regrets. Vraiment, j'ai aucun regret. Pour ce qui est de la place des femmes en sciences et moi de la maternité, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est l'inverse. C'est plutôt la recherche qui a retardé ma maternité. Parce que on a tendance à se dire il faut se poser, il faut avoir un poste fixe, c'est plus facile, etc. Il y a pas de bon moment. Et en fait, je suis tombée, moi, enceinte à la fin de mon dernier postdoc.
Oui, ça a été un peu compliqué pour retrouver un poste parce que forcément, quand on est enceinte, enfin, au début, on ne le dit pas forcément. Moi, je ne l'ai pas forcément dit tout de suite sur certains postes que j'ai eu vraiment enfin, certains entretiens que j'ai eu assez tôt. Mais sur la fin, on est obligé forcément de le dire qu'on va être en congé maternité jusqu'à la fin de l'année et que donc c'est une prise de poste qu'en janvier. Honnêtement, j'ai eu que des gens bienveillants. Je pourrais pas dire que le fait d'avoir été enceinte m'a fait louper un poste. C'était plutôt le fait que j'étais surqualifiée par rapport au poste qui était proposé, qui a été un frein. Et ensuite, quand j'ai accouché, que j'ai eu mon fils, j'ai pris le temps aussi de rester avec lui. Donc, je suis restée un an avec lui. Et honnêtement, j'ai passé des entretiens en visio, parce qu'il y en avait qui se faisaient encore en visio, en l'allaitant. Et avec des scientifiques en face qui ont été hyper compréhensifs. Et j'ai pas senti de réticence par rapport à ça. Donc, je pense que, enfin voilà, je suis tombée sur des gens que aussi j'ai postulé sur des postes avec des gens que je connaissais déjà. Donc, j'avais fait forcément une sélection. Je suis pas allée dans des endroits que je savais qui étaient pas très friendly, comme on dit, qui étaient pas, voilà. Donc, j'ai pas senti un énorme frein. Et là, aujourd'hui, il vient d'avoir 2 ans. Et voilà, j'ai pas de problème. Et même pendant que j'étais en doctorat, en post-doctorat, j'ai pas senti trop cette pression. Mais ça a forcément retardé une éventuelle maternité. Alors peut-être que ça serait arrivé exactement au même moment si j'avais essayé d'avoir un enfant plus tôt et que... On sait pas, hein, c'est pas... voilà. Non, mais tu y as pensé, quoi, sur le moment. Tu Mais, t'es dit, faut peut-être que j'attende exactement. Enfin, moi, faire comme les autres, quoi. Voilà. Et en fait, le fait d'être à Lyon avec un conjoint à Bordeaux, enfin, c'était pas compatible. C'est-à-dire que de faire des trajets enceintes ou des trajets avec un petit, enfin, c'est pas... Enfin, vraiment, j'avais pas envie de faire ça. Et ensuite, quand j'étais en postdoc, on était avec mon conjoint, les deux dans la même ville. On aurait pu dire, on va faire un enfant tout de suite, mais... Il y a quand même un certain nombre de choses qui sont un peu inconscientes, c'est-à-dire que il faut quand même produire. Il faut produire de la donnée, il faut produire des publications. Donc, avec un enfant, c'est compliqué. Et moi, j'utilisais quand même des produits qui sont pas très cool et que j'aurais pas utilisé enceinte. Et forcément, ça met aussi un frein à ce que je pouvais faire. Donc forcément, je dirais pas que ça a été un frein direct, mais je pense qu'inconsciemment, on se dit que si là on a un enfant à ce moment-là, ça va forcément retarder une publication et tout. Et moi, je savais que mon postdoc, ça serait 2 ans et pas plus. Donc, s'il fallait rajouter une maternité là au milieu, bon, certes, j'aurais récupéré probablement quelques mois, mais quelques mois où derrière, on gère un enfant qui se réveille la nuit, où on est fatigué. Enfin, moi, je suis pas autant productive très clairement que avant d'avoir un enfant. Je rentre pas aux mêmes horaires. Il y a d'autres priorités aussi. Donc, ça change forcément la trajectoire et les choix qu'on fait, quoi. Bah oui. Ouais. Et si, je voulais quand même rajouter, moi, je fais partie de l'association Femmes et Sciences depuis quelques années. Et c'est une association nationale qui est là pour promouvoir la place des femmes en sciences. On fait différentes choses. Il y a des prix pour des femmes handicapées. Il y a du support, il y a un programme de mentorat pour les jeunes doctorantes dans différentes villes de France. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait des interventions pour les scolaires. Donc, on y va pour essayer d'attirer un peu les filles dans les filières scientifiques. Et un des messages qu'on a aussi, c'est que la science, c'est pas que la physique, c'est pas que les maths, c'est pas que la bio ou la médecine. C'est aussi la littérature, l'histoire, la paléo, etc., etc. Et c'est un message qui est pour moi important parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent que les sciences, c'est vraiment que les matières scientifiques au sens strict du terme. Et ils ne se rendent pas compte de la diversité et de la richesse du milieu scientifique, en fait. Et qu'il y a pléthore de métiers scientifiques aussi. Et du coup, ça, c'est un message qui est hyper important à faire passer aux jeunes, que les sciences, c'est cool et qu'en fait, c'est super varié. Donc, il ne faut pas se mettre... de bâtons, de freins en fait. Il faut, s'ils ont envie, tout le monde peut à son niveau. On n'a pas envie de faire de grandes études, on n'en fait pas. On veut faire des grandes études, on peut.
On veut faire un métier différent, et ben on peut faire plein de métiers différents en rapport avec les sciences. Donc c'est ça que je trouve intéressant. Et avec l'association, on le fait, notamment pour essayer d'attirer un peu les filles parce que c'est un peu dramatique. Et il y a encore beaucoup de freins, y compris dans la recherche, de freins importants qui sont que c'est bien d'attirer les femmes en sciences, mais il faut aussi que le milieu change. Parce que si c'est pour attirer des femmes, des jeunes filles et des femmes dans un milieu qui n'est pas accueillant pour elles, c'est compliqué. Ah oui, ça c'est tout à fait... Enfin, pour rebondir même sur ce que tu dis, un élément que je me permettrais de rajouter, c'est aussi, n'oubliez pas, en France, mais ailleurs aussi, que le berceau des sciences, c'est à l'université. N'en déplaise aux écoles, c'est pas contre elles que je dis ça, mais c'est vrai que nos universités françaises, c'est pas, avec tout mon respect que j'ai pour elles, c'est pas les meilleures en marketing. Les écoles sont meilleures que les universités pour faire du marketing, mais n'oubliez pas que le berceau de la science, là où la science, alors je vais pas dire se crée, mais elle se comprend dans son plus simple élément, c'est à l'université, et c'est là aussi que vous aurez accès aux différentes filiales. Et effectivement, voilà, tu l'as très bien dit, qu'effectivement il y a encore un grand manque pour les femmes dans beaucoup de filières scientifiques. Moi, j'ai des étudiants et des étudiantes là tous les jours devant les yeux, et j'ai des promos différentes. Je vois par exemple que les étudiants en géologie, c'est beaucoup des étudiants et très peu d'étudiantes. Voilà, en écologie, c'est assez équilibré. C'est peut-être la seule d'ailleurs filière où je trouve que c'est assez équilibré. Mais voilà. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin à transmettre? C'est finalement, oui, j'imagine que ton mot de la fin, ça va être aussi pour les jeunes, peut-être. Ouais. Mon mot de la fin, ça serait plutôt pour les jeunes, de dire des fois, ça donne. Des fois, l'image qu'on peut renvoyer, c'est que la recherche, c'est un monde un peu compliqué, mais que si vous avez envie, entourez-vous de personnes bienveillantes et osez, en fait. Osez. Les sciences, c'est pour tout le monde, à tout niveau. Que vous ayez envie de faire de courtes études, de longues études, il y a des évolutions qui sont possibles au sein d'une carrière. Voilà, osez. Et entourez-vous de personnes bienveillantes. Merci Alexandra, effectivement, pour ces mots. Osez la science, moi j'ai noté. Osez la science. On le gardera peut-être en titre, tu vois. Ah oui. Cécile, on en discutera après. Ouais, c'est pas mal. Merci beaucoup Alexandra pour ce moment. Avec grand plaisir. Riche en informations. Cécile, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau podcast. Oui, merci beaucoup, oui, Alexandra. Et puis on se retrouve, nous, très prochainement. Bonne journée. Merci à vous.